Bonjour! Alors, on se retrouve le vendredi 10 avril. Pré-course, pré-boulot. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas tant de temps que ça devant moi pour lancer une nouvelle semaine de vlog. Alors, écoutez, aujourd'hui, je viens de terminer une lecture dont je vous parle dans la fin du dernier vlog et j'entame une nouvelle avec quelque chose que j'ai pas pu attendre. J'ai appris la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pu passer ça, qu'il y avait un nouveau Fred Vargas qui sortait, un nouveau Adamsberg en plus, alors que je pensais que le dernier tome qu'on a eu, c'était comme une espèce de tome un peu pour les fans finis d'Adamsberg, fait que ça bouclait beaucoup de boucles, mais je pensais vraiment que c'était le dernier, puis là, visiblement, il y en a un autre, fait que j'étais comme, oh mon Dieu, puis en plus, il paraît sous peu en France, assez que je me suis dit que j'allais me le commander par le biais de l'Ireka, qui est une plateforme française, mais qui livre aussi au Québec, que j'allais me le commander. Mais finalement, je me suis dit, je vais quand même l'écouter avant, puis au pire, je me l'achèterai quand il sera rendu au Québec, parce qu'il est disponible, mon livre audio, chez Écouter Lire, sur la plateforme Nextory, à laquelle je suis abonnée. Et ben là, c'est ça que je vais commencer. Je m'en vais courir, puis je vais commencer le Fred Vargas. Je vais même pas attendre, c'est sûr. J'espère que je serai pas déçue, mais... c'est ça. Fait que je vais vous parler après ça, le restant de la semaine, de toutes les autres lectures que je vais faire. Mais pour le moment, je me lance dans Fred Vargas sans tarder. Puis nous autres aussi, sans tarder, on va lancer ça officiellement, ce vlog-là. Et bonjour aux autres. Alors, on se retrouve en mode studio mobile sous la pluie. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le fond de façon envahissante. Parce que juste avant de partir, j'ai reçu un colis. Puis là, ce soir, je travaille jusqu'à 8 h. Puis, ben, j'avais comme envie de faire une ouverture de colis avec vous. Puis de ne pas attendre à demain parce que je suis comme ça. Donc, voilà. Donc, encore une fois, on a un colis. On va ouvrir ça ensemble. Alors, c'est parti. Attention aux oreilles. Je ferai ça avec vous. Bon, tout d'abord, c'est drôle parce que j'ai racheté quelque chose que j'avais déjà acheté puis que je m'étais dit que j'allais pas nécessairement utiliser puis que dans le fond, non. Mais là, je me suis dit que j'allais l'acheter pour le boulot parce qu'il était là puis qu'il était en vente, ça fait vraiment rire. C'est fait par l'American Library Association et c'est un planificateur sur 12 mois qui n'est pas daté, donc on peut commencer comme on veut et qui inclut à chaque, je pense, jour ou 2 jours des recommandations de lecture qui ont été proposées par l'American Library Association, puis quelques petits outils de suivi là, de lecture. Donc, voici le truc. Puis à l'intérieur, par exemple, un exemple, dans le fond, vous avez une semaine avec une recommandation. Puis il me semble qu'il y avait des trackers. On a des... au départ, on a des planifications mensuelles. Puis je pense qu'au début, ça c'est my reading favorite, mais je sais pas si... On a plein de collants à la fin aussi que je trouvais cool, fait que je me suis dit que j'allais peut-être l'utiliser pour mon autre carnet de lecture. On a les lectures favorites, puis on a une pile à lire. Une pile à lire qui, pour une fois, est plus réaliste, parce que dans le fond, on a comme 3 fois ces pages-là. En fait, c'est plutôt la bibliothèque qu'on a, mais moi, je pense que je pourrais l'utiliser comme pile à lire. Fait que là, j'ai rien à me demander si je vais peut-être pas finalement l'apporter à la maison. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait juste rire parce que je l'avais pas fini finalement. Mais je pense que pour le travail, ce serait parfait parce que ça me pourrait mettre juste des mini-objectifs dans le fond par semaine. Puis comme c'est justement lié à la lecture, ben quand même, sympathique. Donc, il y avait ça. Je sais pas comment je vais m'organiser parce que je suis dans la voiture. Hein. Après, ah cool, c'est un gros format. Après, j'ai acheté un Grant Snyder. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai connu par des petites bandes comiques, des strips, comme on dit, que j'ai vu plus sur les réseaux. Mais là, dans le fond, c'est un recueil. Puis celui-là, c'est I Will Judge You by Your Bookshelf. Donc, comme vous pouvez voir ici. Et c'est publié chez Abrams Comic Art. C'est vraiment cool. Là, c'est vraiment... Ouais, voyez-vous, là, je pense il va les publier en carrousel, mettons sur Instagram ou sur les réseaux. Mais sinon, ah ben, c'est drôle, je suis tombée sur I am wanted for unpaid library fines. On me recherche pour des frais de retard de livre de bibliothèque impayés. Donc, ça ressemble à ça habituellement. Donc, une planche avec plusieurs cases. Puis là, ben, celui-là, c'était sur vraiment les bookshelves. Fait qu'on a une petite thématique ici quand même qui se déploie.
après, ben écoutez, j'ai pas pu résister. En plus, j'ai vraiment plein d'éditions à la maison de ce livre-là. Mais là, je ne fais pas résister à cette édition-là quand même. C'est encore une fois Murder on the Orient Express, mais regardez l'édition collector. Je sais pas, elle est encore sous blister, mais on voit ici le... Je vais voir si on peut me cacher la face. Comme ça. Avec ça ici. Fait que je ne fais pas vraiment résister, donc j'ai pris ça. Et pour rester toujours dans le thème du livre, j'ai pris ceci. Je ne sais même pas ce que ça a l'air à l'intérieur. Cool. C'est comme un livre qui est fait exprès pour ceux qui aiment les livres. Donc, c'est comme un peu des pensées, des petits quiz, des choses comme ça. Ça s'appelle Book Nerd. Voilà. Et c'est publié par... c'est écrit par Holly Maguire et c'est publié chez Workman Publishing. Puis c'est vraiment diverses choses. Par exemple, Things I Use as a Bookmark. Un classique quand même. Sinon, ici, les lectures saisonnières, les petits pie charts. Fait que c'est vraiment humoristique, évidemment. Puis ça dit que ça... Ah oui, c'est ça. Il y a des petits marque-pages à la fin, si on veut, qui sont recto-verso qu'on peut utiliser, mais c'était pas pour ça que j'avais pris, mais bon, si jamais... Fait que voilà, ça, c'est juste encore une fois dans la thématique des livres. Et enfin, bien, je continue ma collection de... Je les avais tous lus, ces livres-là, mais à la bibliothèque. Donc, j'ai continué ma collection des fameux recueils de Sarah Anderson sur les Sarah Scribbles Collection. Donc, Adulthood is a Myth. Celui-là, c'est le premier qu'elle avait fait. Puis, celui-là, je pense que c'est le troisième, Oddball. Donc, encore une fois, on suit toujours le quotidien d'une jeune fille qui étudie à l'université en illustration ou en design. Puis, c'est toujours des petits moments de réalité qu'on peut voir comme ça. J'avais vraiment toujours beaucoup aimé. Puis plus ça va, puis plus on explore aussi la partie qui est très introvertie, anxiété, estime de soi un peu basse de l'autrice. Donc, tu sais, c'est pas juste... Oui, techniquement, c'est drôle, là, on s'en parle. C'est des réflexions sur comme le passage à l'âge adulte, puis comment on peut s'adapter et tout ça. Mais ça fait aussi référence à des réalités qui, moi, dans le fond, m'interpellaient. Donc voilà pour le petit vocal en mode studio mobile. J'espère que ça vous a plu. Sinon, je suis dans le Fred Vargas et c'est excellent. Donc j'ai oublié de regarder encore une fois, une unique lueur, je pense, de Fred Vargas. Et cette fois-ci, on retrouve un Adamsberg qui est ma foi très en forme finalement. On dirait que je le trouve plus dynamique que dans d'autres. Fait que je sais pas trop si c'est juste parce qu'elle l'a comme repris avec une autre approche, Fred Vargas. Et qui va être appelé en fait sur un meurtre un peu étrange. En fait, on va retrouver une femme morte, toute bien mise, aucun signe de lutte et tout ça. À la limite, on pourrait penser qu'elle est morte d'une crise cardiaque. C'est une femme très belle, c'est une femme très jeune. Et finalement, à Adamsberg, quand il arrive proche de la scène, il se dit, faut que je vérifie quand même parce qu'on dirait que j'ai comme... Encore une fois, à Adamsberg, qui est ce policier qui fonctionne à l'intuition totalement, puis qui a des errances de raisonnement psychologique et psychologique que tout le monde qui ne travaille pas avec lui depuis longtemps trouve vraiment désagréable, mais tous ceux qui ont évolué à ses côtés sont comme juste, ça fait partie de lui, puis c'est à cause de ça qu'on est ici à l'écoute de tout ce qui est les petits signes et tout, donc ça fait en sorte que ça lui donne un peu des pistes. Bref, Adamsberg a l'impression qu'il y a quelque chose qui dit quelque chose, mais il ne sait pas c'est quoi cette chose-là, puis il ne sait pas ce que ça dit. Donc, ça part bien. Puis, finalement, il va découvrir, parce qu'il regarde vite, que la jeune femme a l'air d'avoir été, finalement, tuée avec un coup de quelque chose de contondant au cœur, mais ça ne paraît pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de sang. Donc, ça va partir comme ça. Puis, éventuellement, on va retrouver toute la bande là, de la fameuse brigade, tous les personnages super sympathiques et très, très, très singuliers. Donc, pour ceux qui ont déjà lu les autres livres, c'est sûr qu'on va les retrouver avec plaisir. Et un nouveau aussi qui va se joindre, un brigadier. Et on va les retrouver et il va finir par se rendre... Adamsberg va finir par mettre la main assez rapidement sur qu'est-ce qui potentiellement lui disait quelque chose. Et c'est un élément en tant que tel qui va faire en sorte qu'il va pouvoir faire le lien avec une autre affaire qui a eu lieu il y a 6 ans et qui avait comme été classée sans suite, puis que finalement, il semble avoir certaines parentés. Ce qui fait qu'il y a aussi une autre personne d'une autre brigade criminelle qui va devoir travailler avec eux parce que
c'est considéré comme des meurtres en lien. Donc, il faut que conjointement, leurs deux enquêtes avancent. Voilà. Donc, ça, c'est en gros ce qui va se passer. Mais l'intérêt de Fred Vargas, absolument, c'est l'écriture. Je souris d'une oreille à l'autre depuis le début que je l'écoute. Il y a beaucoup plus d'humour dans celui-là, finalement, jusqu'à maintenant, que dans d'autres, à mon avis. Mais en même temps, c'est comme super attachant parce que chaque personnage qui travaille dans la brigade, pour moi, c'est comme rentrer un peu à la maison, c'est comme retrouver une famille. Fred Vargas, j'ai eu un flash ce matin, mais c'est un peu comme si le Benjamin Malocène de Daniel Pénac était devenu policier. Ça me fait un peu penser à ça. Puis c'est aussi un peu rocambolesque comme bande de personnages qu'on peut retrouver à la fois chez Daniel Pénac dans la saga des Malocènes que justement chez Fred Vargas dans cette brigade-là. Donc ça va être pour ça que je me sens tellement happée par cette écriture-là. Mais sinon, l'histoire est vraiment intéressante. Puis les nouveaux personnages qui s'ajoutent semblent aussi potentiellement vouloir apporter quelque chose au récit. Il y a toujours aussi une espèce de relation qui se continue d'un livre à l'autre, qui est le voisin de Adamsberg, qui est comme un homme assez âgé, qui parle pas mal juste espagnol, mais un peu français, puis avec qui Adamsberg va comme se lier, ça va comme servir un peu de soupape de décompression quand il va là. Ils vont prendre une bière ensemble, puis tout ça dans la cour. Puis c'est toujours un peu officieux, mais c'est souvent grâce à lui qu'il y a des idées qui vont finalement surgir ou qui vont se concrétiser ou qui vont se clarifier pour lui. Fait que tout est en place pour que ça soit excellent. Ça l'est déjà. C'est vraiment excellent. Et le narrateur, là, j'ai oublié de regarder son nom, c'est chez Écoutez Lire, la version que j'écoute, et le narrateur est juste excellent. Il est excellent. Il rajoute une dimension peut-être un petit peu plus de bonhomie, par exemple, à ce que je m'étais fait communier d'Adamsberg, que je voyais un petit peu plus dans éthéré / mélancolique. Là, il y a une dimension d'éthéré, mais elle est plus amusante, on dirait, que mélancolique, ou amusée que mélancolique. Fait au début, je n'étais pas sûre, mais finalement, il y a une grosse voix grave, puis il prend des voix pour les différents personnages, puis c'est tellement parfait. Donc, encore une fois, expérience audio jusqu'à maintenant absolument épatante. Donc, je poursuis ça, puis je vous tiens au courant dès que je lis autre chose. Mais bon, je voulais juste faire un petit unboxing avec vous, un petit unboxing spontané. Alors, à bientôt! Hey, coucou vous autres! Alors, on est le samedi 11 avril et je reviens du boulot, puis là, je suis vraiment claquée, je suis fin de journée. Ben, non, peut-être pas fin de journée, là. Même pas fin de PM encore. Mais, j'ai passé une semaine complète. On n'était pas ce congé de Pâques. Tu sais, la première semaine après que tu as un congé de 4 jours. Bon, j'ai la chance d'avoir un congé de 4 jours, mais après ça, on dirait que ma semaine était quand même intense. Pas aussi intense les autres semaines, mais juste 5 jours complets. Et j'ai atteint mes objectifs pour cette semaine, donc, yeah! Mais fatiguée. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai encore un livre que j'ai à la bibliothèque où je travaille, que j'avais emprunté, que j'ai réservé et qui est revenu, qui est arrivé aujourd'hui juste avant que je parte. Et c'est ce livre qui est paru depuis peut-être un an, que j'avais vu passer. Il me semble que c'était encore chez Laura's Readings, vu qu'elle lit quand même beaucoup de romans graphiques. Et c'est celui-ci. Donc, c'est Dans ses yeux. Et c'est de Marc Quadrado et c'est publié dans la collection Grand Angle chez Bambou. Voilà. Et je vais la 4e de couverture. Tani ne remet jamais au lendemain. Toujours dans l'action, elle déborde de projets et profite de chaque instant. Marc, son mari, a du mal à suivre. Il a parfois le sentiment qu'elle est la locomotive et lui le wagon. Et pourtant, Tani souffre d'un handicap. Elle est malvoyante. Dans ses yeux est le témoignage sur la vie quotidienne, en apparence ordinaire, d'un couple dont la femme a su trouver la force pour apprécier pleinement ce que la vie lui offre. Et c'est la couverture qui m'avait vraiment marquée. Puis dans le fond, on joue sur la colorimétrie à l'intérieur. Donc, on a beaucoup de variations de colorimétrie. Je vais essayer de m'enligner comme ça. Et ou comme ça. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Puis moi, vraiment, ça, c'est une des choses qui m'avait marqué. Là. Je trouvais ça tellement une couverture impressionnante, superbe composition graphique et tout. Donc, voilà. Et en plus, j'ai une collègue qui m'en a parlé hier qui m'a dit « Ah, ce livre-là, cette BD-là, je l'ai vraiment aimé, puis tout ça, parce que c'est moi qui fais les achats. » Donc, souvent, elle vient me faire des petites recensions pour juste comme que je puisse avoir une petite rétroaction. Donc, je suis vraiment contente. Et que j'étais contente, je l'ai réservée puis je fais la lire. Parce que je l'avais juste feuilleté, bien entendu, puis je m'étais fiée plus sur les recensions
sur l'évaluation qui avait été faite de cette BD-là. Et il y a, bonne nouvelle, le nouveau libraire qui est sorti. Donc, la revue Les Libraires, c'est là depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, au Québec, c'est une revue qui est faite par les librairies indépendantes. Et en fait, non. C'est une revue qui est faite par un organisme qui est à part, mais en collaboration avec les libraires, qui est une coopérative, une association de libraires indépendants. Et c'est ça, dans le fond, il y a beaucoup de contributions qui sont faites par des libraires en tant que tels, qui font partie de ces librairies-là, à l'intérieur de ce bimestriel, donc aux 2 mois. Et à chaque parution, c'est toujours intéressant. Ils ont des articles de fond un peu comme ça. Par exemple, ça, c'est une comédienne québécoise. Puis on va aller, je pense que on va aller dans sa bibliothèque. Sinon, évidemment, les gens vont souvent le regarder pour les recensions aussi. On a vraiment beaucoup de recensions. Mais c'est vraiment grand public, là, ça a l'air d'être spécialisé, mais c'est vraiment grand public. Fait que je finis toujours par avoir hâte de fêter les libraires. Puis souvent, ça passe à la trappe alors que j'aime vraiment beaucoup le fêter. Donc, je sais pas pourquoi. Je suis toujours excitée puis je prends jamais le temps de le faire. Donc, voilà. Sinon, je continue toujours en audio. Je suis en train de pas mal le terminer. Finalement, j'ai commencé hier, le Fred Vargas. Je l'engloutis sans prendre le temps de respirer. C'est vraiment bien écrit. C'est différent. Ça me donne l'impression, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu les autres Fred Vargas, que la formule est vraiment un peu différente. C'est-à-dire que quand je dis que Adamsberg me paraît un peu plus différent, un peu différent, c'est pas juste parce que le narrateur a l'air de donner une espèce de bonhomie, comme je vous disais, que je trouvais un peu moins Adamsbergiesque. Adamsbergien. Mais que je trouvais sympathique. Mais parce que, en fait, la structure de celui-là, il me semble que dans mon souvenir, on se souvent Adamsberg, évidemment, dans ses pérégrinations mentales, parce qu'il part vraiment, il résout les choses par l'errance de ses pensées, de ses réflexions, de ses argumentaires et tout ça. Et un peu aux grandes dames de l'équipe, parce que c'est un peu dur à suivre un commissaire comme ça qui fait juste dire oui, je vais suivre cette pensée-là jusqu'au bout, alors que toi, tu n'as aucune idée si elle est liée à quelque chose. Puis là, Adamsberg est vraiment certain qu'il est lié à quelque chose, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Puis lui-même dit juste comme je sais pas, mais il faut vraiment que je le suive. Fait que, bref, c'est toujours super intéressant par rapport au personnage, mais c'est quand même un roman qui présente, en tout cas, depuis peut-être un bon quart, presque une évolution en temps réel de l'enquête. On a vraiment l'impression d'être dans la salle de réunion, où est-ce qu'on est, tous les policiers se rassemblent pour faire les fameuses rencontres de mise en commun des informations. Puis, on écoute vraiment un peu en durée réelle les espèces de monologues de Adamsberg qui sont un petit peu saugrenus. C'est intéressant parce qu'au fur et à mesure, il nous amène avec lui dans ses réflexions. Mais il me semble que dans d'autres enquêtes d'Adamsberg, on en savait moins sur certains critères, certaines caractéristiques ou certaines découvertes de l'enquête. On en savait moins à ce moment-ci de l'histoire, mais en même temps, on dirait qu'il nous en dit beaucoup, mais j'ai l'impression que même s'il nous en dit beaucoup, finalement, ça va peut-être pas nous donner la réponse. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est comme peut-être pas la destination, mais le chemin. Mais là, le chemin est quand même un petit peu plus, disons, systématiquement procédural que d'habitude. Là, procédural, on s'entend, là. Je veux dire, Adamsberg, c'est pas le héros de la procédure, mais on a vraiment leurs échanges, en fait. On n'est pas dans l'action, on est dans les démarches de recherche en amont de l'action. Puis j'ai l'impression que s'il y a de l'action, ça va peut-être être dans le dernier 8e du livre. Puis c'est correct. Vargas, c'est comme ça, mais habituellement, il y a un mélange quand même de montée de tension, puis de un peu d'action, intercalé par des grandes divagations d'Adamsberg. Mais là, dans ce cas-ci, on dirait que depuis le début, on est dans la tête d'Adamsberg, puis qui nous amène au fur et à mesure. Il n'est pas tant perdu. Il est un peu perdu, mais peut-être pas autant que d'habitude. C'est peut-être ça qui me déstabilise. Donc, est-ce que ça me dérange? Ça m'interroge. Ça me dérange pas, mais ça m'interroge. Donc, mais à date, l'écriture est toujours aussi savoureuse. Et en plus, je l'écoute en audio, puis il y a plein de formulations que j'aurais goût de prendre en note parce que je trouve ça juste... C'est juste savoureux. Donc, voilà. Fait que je vais venir au courant. Il me reste à peu près 4 heures d'écoute. Donc, à mon avis, je vais avoir terminé peut-être... c'est sûr que je vais avoir terminé au plus tard demain, sans doute. Puis là, techniquement, je m'enlignerai pour monter le vlog pour vous pour demain. Parce que j'ai pas beaucoup avancé cette semaine sur le montage. Puis c'est toujours quelque chose qui me tente moins un peu de faire à la dernière minute. Mais notamment, je le faisais à mesure. Avant, je le faisais toujours à mesure. Puis là, depuis un bon moment, on dirait que je prends moins cette habitude-là. Fait que je me ramasse souvent le samedi à faire le montage pour le dimanche. Puis là, c'est comme...
j'ai travaillé le matin, je suis un peu fatiguée. Mais souvent, le samedi, c'est une journée où je décompresse parce que je fais juste une demi-journée. Donc, c'est comme une bonne journée pour ça. Mais j'ai juste pas nécessairement le goût de passer le restant de ma journée et de ma soirée à ça. Et que je vais regarder. Peut-être que plutôt que de tergiverser, je vais juste aller faire ça. Le vlog, il est pas si long. Ben, il est long, mais il est un petit peu moins long que d'habitude. Donc, peut-être que ça va bien se passer. On sait jamais. Bref, je vais vous tenir au courant quand ça va aller ailleurs. Que juste dans mes petites divagations, moi aussi. Je suis trop influencée par Adamsberg. Là, je vous fais des digressions qui n'ont aucun rapport. Quand on se revoit tout bientôt. J'ai pris ma liseuse aussi parce que si je dois faire des files d'attente, autant continuer ma lecture en cours, qui est L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Je sais pas si je vous l'ai dit, que j'ai sur ma liseuse. Donc voilà, j'ai pris mon grand tote bag, je prends ma veste parce qu'il fait un peu frais et l'eau, et voilà, je pars direction un jour du salon. Et bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 13 avril et je suis en plein milieu de la journée. Il fait vraiment sombre, donc j'espère que ça va être correct pour l'éclairage parce qu'en fait, il pleut. Donc, on est recommencé le classique que maintenant, il pleut les dimanches, lundis, mes journées de congé. Mais bon, moi, ça me dérange moins parce que je suis quelqu'un qui aime rester à la maison et faire des petites choses tranquilles. Mais à un moment donné, quand même, ça finit par agir sur le moral. Donc, j'espère que ça va aller quand même, qu'on va des fois avoir des pointes de soleil dans ces journées-là pour les prochains mois. Et ça se peut que vous voyez la caméra bouger parce que j'ai évidemment l'écart qui vient dire son bonjour. Je pense pas que vous allez la voir, mais bon. Alors, je vous prends parce que j'ai terminé hier finalement, mais j'ai juste pas pris le temps de vous parler directement, mais j'ai terminé hier le fameux Vargas, donc Une unique lueur, que j'ai écouté en livre audio. C'est chez Écouter Lire et c'est narré par, si je me souviens bien, Christophe Brault. Et c'est un narrateur exceptionnel. Assez que, en fait, c'est pour ça que je me suis souvenue parce qu'en fait, c'est lui qui fait les Fred Vargas et c'est aussi lui qui fait les Jarnir Horst. Et c'est pour ça que sa voix me disait quelque chose. Et c'est un narrateur qui est excessivement juste, émouvant. Il met de l'émotion, mais il n'en met pas trop. Il fait assez de nuances entre. En fait, c'est pas qu'il n'en met pas trop, mais ce qu'il met, c'est de l'émotion pertinente. C'est pas de quelque chose qui n'est pas là, c'est quelque chose qui est censé ressortir, mais en même temps, il laisse quand même les mots de Vargas nous souffler les émotions aussi à l'oreille. Et c'est ça, dans le fond, il arrive aussi à faire une grande distinction entre tous les personnages sans tomber dans le cliché, donc c'est vraiment excellent. Si jamais vous voulez découvrir des livres audio et que vous êtes mal tombé jusqu'à maintenant sur les narrateurs, sachez que ce narrateur-là, Christophe Brault, il n'a pas fait des tonnes de narration, mais il en a fait plus en série. En tout cas, il narre les Fred Vargas, celle que j'ai vues récemment, et ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome-là? Écoutez, je suis une fan finie de Fred Vargas. Je pense quand même que j'ai moins eu l'impression que c'était un tour de chapeau, un dernier tour de chapeau comme le dernier, qu'on pensait être le dernier Fred Vargas. Je m'excuse, je vais juste bouger mon chat parce qu'elle me fait mal.
aïeux. Voilà. Donc, c'était moins un dernier tour de chapeau que l'autre Vargas où on avait comme ressorti tous les personnages qui avaient toute une part égale un peu dans l'histoire. Donc, c'était une espèce de façon de faire plaisir aux fans finis comme moi. Celui-ci, on a vraiment l'impression qu'en fait, elle propose une nouvelle enquête, un nouveau souffle finalement pour Adamsberg. Mais j'ai l'impression qu'Adamsberg a un peu changé. En fait, sauf dans le dernier quart, c'est vraiment dans le dernier quart de l'histoire où j'ai retrouvé le Adamsberg que j'ai appris à connaître au fur et à mesure des tomes que Vargas nous a proposé. Évidemment, un personnage va évoluer, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que ce qui a été proposé, je trouve, c'est, comme je vous disais, un peu beaucoup de bonhomie. Puis on dirait que ça m'a un peu déstabilisée au début. Je n'étais pas sûre de retrouver le fameux Adamsberg. Et également, Adamsberg est central dans cette histoire-là. Puis, à moins que ma mémoire me fasse défaut, ce qui est aussi possible, hein, j'ai pas... Il me semblait que dans les autres enquêtes de Adamsberg, disons celles qui datent de plus de, mettons, 6 ans à peu près, donc le noyau original, disons, il y avait un petit peu plus de place laissée à certains des personnages, certains des collègues, en fait, de Adamsberg, donc dans la brigade, au moins 3 ou 4, qui avaient quand même une bonne part dans chacune des enquêtes. Puis il y avait même un peu, peut-être des fois, des enquêtes parallèles ou des revirements de situation qui faisaient en sorte que on percevait qu'il y avait l'enquête par Adamsberg, qui était une espèce d'enquête onirico-policière, parce que Adamsberg est toujours là avec sa pensée qui est faite d'intuition et de petites choses qui le dérangent, mais qui ne sait pas ce que c'est, mais ça le dérange, ou de quelque chose qui a dit quelque chose, mais il ne sait pas ce que c'est, puis c'est pas ce que ça y a dit, comme je vous avais mentionné. Donc, actuellement, on avait ça, plus une espèce d'enquête un petit peu plus standard qui est comme menée par les collègues, qui comble un peu, bien, qui complète finalement le côté un peu moins formel, on peut dire ça comme ça, d'Adamsberg. Dans celle-ci, c'est pas exactement ça qu'on nous propose. C'est ça un peu, mais pas exactement. Puis je pense que ça a fait en sorte que j'ai trouvé, mais aussi je pense que dans le rythme, je pense quand même qu'il y a eu peut-être un petit souci de rythme. J'ai eu un moment dans le milieu du livre où j'avais l'impression qu'il y avait comme une certaine longueur. Bon, évidemment que je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur l'intrigue, mais dans le fond, c'est une intrigue qui va mener Adamsberg à essayer de faire des liens entre certains meurtres qui malheureusement semblent pointer vers un tueur en série et qui va aussi le faire voyager comme maintenant Vargas aime le faire, puis comme elle l'a fait dans le passé aussi, outre-Atlantique. Donc, il va avoir, par le biais du fait que certains personnages important de l'Hollywood des années 40, je pense, début mi-20e siècle. Dans le fond, va amener éventuellement Adamsberg aussi à aller genre à Los Angeles. Et puis, ben là, évidemment, on va être confronté à sa perception des États-Unis, qui est un peu typée, mais quand même, c'est pas trop mal. Donc, il va avoir ça, il va avoir... mais surtout, il va avoir une immersion intense dans l'espèce de densité de la réflexion d'Adamsberg. Donc, on est dans quelque chose qui demande beaucoup d'analyse. Puis là, on dirait qu'Adamsberg nous dit au fur et à mesure tout son raisonnement. Puis j'avais pas l'impression que c'était autant dit dans les autres Vargas, ça m'a un peu déstabilisée. Puis comme c'est quelque chose d'assez technique, là, il y a quand même, tu sais, on fait référence à des... il y a beaucoup de références qui sont cinématographiques, il y a des références qui sont liées à la joaillerie, il y a des références qui sont liées à la littérature, parce qu'on a un super gros clin d'œil à la littérature, quelqu'un qui est important dans la littérature française, donc je ne vais pas tout vous dire, mais donc on a ces 3 grands pans-là, et il y a beaucoup de temps qui est mis par l'autrice pour immerger le lecteur dans ces 3 modules-là de l'enquête, parce que bien sûr, Adamsberg s'y plonge. Donc, j'ai mis ça parce que je suis quelqu'un de curieuse de nature, parce que j'adore la plume de Vargas, parce que la plume est toujours aussi savoureuse, onirico, humoristique et sensible, et en même temps un petit peu déjantée. Disons, il faut accepter des choses, il faut accepter des conventions quand on lit Vargas, que sont des choses qui sont potentiellement peut-être un petit peu tirées par les cheveux, mais c'est tellement bien fait et tout. Donc, une chance qu'il y avait ça, parce qu'il y a vraiment des bouts que j'étais comme, on a-tu besoin d'avoir exactement tout
ce qui a nourri la réflexion d'Adamsberg est dit par Adamsberg. Il n'y a pas tant de changements de point de vue. Puis je pense que finalement, en vous en parlant, c'est ça qui m'a peut-être marqué le plus. C'est qu'il y a des changements de point de vue, mais pas tant que ça. Absolument, il y en a plus que ça. Puis ça fait en sorte que ça rend un peu peut-être la narration monotone, alors que c'est pas le cas habituellement dans Vargas. Oui, Adamsberg, c'est quelqu'un qui est très slow life, donc c'est pas comme, il n'y a pas d'action non plus, c'est pas un thriller habituellement Fred Vargas, mais il y a habituellement des parties quand même qui sont avec différents points de vue, donc nécessairement, ça contrebalance cette espèce de longueur-là d'Adamsberg. Dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins ça. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, il y a aussi que disons qu'il y a un peu, on voit un tout petit peu quand même le fil blanc, mettons, dans certains cas. Mais comme je vous dis, comme habituellement, Fred Vargas, c'est une littérature un peu déjantée, une littérature de convention, où des fois, il y a des choses qui vont arriver vraiment comme, un peu comme un cheveu sa soupe, mais c'est correct parce que ça fit avec vraiment l'univers d'Adamsberg, puis on se dit, ouais, c'est sûr que c'est quand même un hasard, mais genre, c'est un hasard qui fait bien les choses, mais c'est correct, c'est comme crédible là. C'est correct aussi, on est encore dans cette dynamique-là, mais malheureusement, on perçoit un peu vers quoi ça peut nous mener. En tout cas, moi, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui allait se passer, mais j'ai eu l'impression de savoir un peu qu'est-ce qui allait se passer. Donc, je l'ai su relativement tôt, qu'est-ce qui allait se passer. Le qui, pas totalement, mais j'avais des bonnes pistes. Donc, habituellement, c'est pas, ça me dérange pas habituellement de le savoir d'avance. Mais là, comme il y avait justement cette espèce de partie-là de un peu plus un point de vue unique, des grandes parties d'explication des réflexions d'Adamsberg, un peu comme si c'était un genre d'essai hommage à ces trois sphères-là, là, cinématographique, littéraire et joaillerie. Joaillerie, pardon. On dirait que ça, en fait, un peu pas décroché, mais bon. Après, le dernier quart de l'histoire, là, on se trouve vraiment plus le rythme habituel. Donc, c'est comme si peut-être qu'il y a vraiment eu peut-être un problème dans le milieu un petit peu. En même temps, je ne pourrais pas dire que c'est mal écrit dans le sens où la plume stylistique de Vargas est toujours aussi habile. Ces personnages, juste de retrouver les personnages, j'étais tellement contente, même si bon, on n'a pas passé tant de temps avec tant de personnages, mais juste ça, ça valait la peine. Juste pour ça, je pourrais lire du cosy policier écrit par Fred Vargas parce que j'ai juste le goût de retrouver les personnages qu'elle nous propose. Donc, c'est pour ça que ça le fait pour moi dans ce cas-ci. Comme je vous dis, l'intrigue est quand même assez audacieuse parce que c'est quand même dense. Il y a beaucoup de ramifications. Il y a, évidemment, quand on parle de quelque chose qui peut éventuellement mener vers un tueur en série, c'est sûr que quand même. Puis, comme il y a différentes ramifications qui vont dans différentes sphères qui nécessairement vont générer différentes références, bien, c'est sûr que c'est quand même audacieux. Donc, tu sais, je constate ça, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais lu Vargas va apprécier ça? Je ne sais pas si c'est le meilleur pour commencer avec Vargas parce que c'est vraiment faut être déterminé. Est-ce que ça veut dire que j'ai un avis mitigé? J'ai un avis nuancé, je pense. J'ai un avis mitigé, je pense, mais ça m'a pas empêché de mettre une note assez élevée, puisque j'en mets tout le temps, juste pour me donner un petit défi de voir est-ce que je sais. Objectivement, là, il y a mon expérience de lecture, mais il y a aussi la construction du récit, les personnages, le style et tout. Puis, ben, en fin de compte, j'arriverais à mettre un 4 sur 5, mais vraiment parce que mon expérience de lecture compte, mais que compte, dans ce cas-ci, était un petit peu moins intéressante, mais les personnages, la bande de personnages, la qualité de la plume en tant que telle, puis les interactions, dans ce cas-ci, en fait, l'espèce d'audace de la structure et des ramifications de l'intrigue ont fait en sorte que j'ai vraiment apprécié. Mais globalement, j'ai pas eu une mauvaise expérience parce que, comme je vous dis, j'étais un peu mal foutue parce que même si l'histoire n'était pas super intéressante, j'étais intéressée par les personnages. Mais je pense qu'objectivement, si je n'avais pas eu les personnages, ça aurait peut-être été un 3 ou un 3,5 quand même, ce qui est assez rare pour un Vargas. Donc, est-ce que c'est mauvais? Non. J'ai l'impression qu'Adamsberg, même si on est vraiment content de le revoir, ça fait au moins 3 romans, peut-être qu'il aurait dû accrocher un peu son chapeau. Mais pas de chapeau, mais en tout cas, il aurait dû accrocher un peu son rôle d'inspecteur. Mais c'est sûr que moi, comme j'aime beaucoup retrouver les personnages, ben, ça ne me dérange pas. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu essoufflé. Puis c'est sûr que Fred Vargas, l'autrice, a quand même eu une phase assez importante, c'est-à-dire que
avec le dernier, ben, dans les derniers Adamsberg, je pense que c'était Temps glaciaire, le officiellement dernier, où je me souviens plus si c'était l'araignée, je me souviens plus c'est quoi. Mais bref, entre celui-là, puis les deux derniers qu'elle vient de faire, Fred Vargas a fait comme une espèce de hiatus sur le roman policier et sur Adamsberg, mais aussi sur le roman policier. Puis elle s'est consacrée vraiment à l'activisme puis aux essais écologiques. Donc, elle était beaucoup dans l'éco-anxiété, les changements climatiques et tout. Donc, elle était vraiment dans la non-fiction. Puis après, elle est revenue à Adamsberg. Est-ce que c'est sûr que veut pas comme humain, on évolue? Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que son Adamsberg a un peu évolué, mais en même temps, est-ce qu'elle avait envie vraiment de revenir? Pas celui-ci, mais l'autre avant, je n'étais pas sûre. Ça donnait l'impression qu'elle avait fait vraiment pour les fans parce qu'elle se disait ça va leur faire plaisir, puis elle avait travaillé fort pour ça. Celui-ci, elle a vraiment l'air de vouloir le faire. C'est juste que on dirait que c'était comme un peu trop informatif, puis pas assez de fiction, puis pas assez d'errance d'Adamsberg. Il y en avait de l'errance, je ne sais pas comment dire ça. Il y avait beaucoup d'intériorité, mais il y avait moins d'errance. Adamsberg erre beaucoup absolument là. Il était comme orienté un peu. Oui, il errait en dehors de ce qui est des factuels, mais on dirait qu'il était comme orienté un peu. Puis c'est les autres qui étaient un petit peu dans les nuages, mais en tout cas, c'était comme un peu inversé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, il y a quelque chose qui fait que j'ai comme moins reconnu le Adamsberg auquel je me suis attachée. Puis comme je vous dis, quand on fait une série comme ça avec un personnage, on peut les faire évoluer, mais tu sais, des fois, c'est sûr que c'est quand même un risque si on fait ça un peu. Je l'ai trouvé un peu, pas pontifiant, parce que ça, c'est négatif, mais il était très didactique, puis on dirait que ça m'a un peu dérangée, parce que s'il y a bien une chose que Adamsberg n'est pas, c'est ouvertement didactique. Évidemment que c'est quelqu'un qui transmet des choses aux autres, qui aime le faire et tout ça, mais c'est pas un être hyper organisé, c'est pas un être ouvertement didactique. Dans ce cas-ci, on dirait qu'il n'était pas hyper organisé, mais je sais pas comment dire. J'ai essayé, j'attendais justement pour vous en parler parce que j'ai trouvé des mots plus précis, mais en tout cas, bref. Est-ce que je vais acheter le dernier? Là, je l'ai écouté en livre audio. Je me suis posé la question si j'allais commander le dernier, celui-là, en livre papier. L'avant-dernier, finalement, je l'avais écouté puis j'avais aimé, mais je n'avais pas commandé non plus en livre papier. Je pense que ça va être le cas pour celui-ci aussi. Moi, je pense que pour moi, ça va s'arrêter vraiment à... c'est quand sort la recluse que je vous disais, l'affaire de l'araignée, mais ça n'a pas rapport avec ça, mais un peu. Enfin bref, il me semble que c'est Temps glaciaire, le dernier, dans le fond. Il a commencé quand il a changé d'éditeur, il était allé chez Flammarion. Avant, il était chez Viviane Ami, je pense. Puis, depuis qu'il est chez Flammarion, on dirait qu'il y a vraiment eu un changement éditorial. Puis, je sais pas si ça vient de l'autrice ou ça vient de l'éditeur, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est moins... on a un peu perdu au change comme lecteur. Mais bon, cela dit, je vous le recommande parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Justement, être allé vraiment dans la complexité. Est vraiment... excusez, je vois mon chat. Est allé dans la complexité, puis est allé dans vraiment, si vous aimez le côté procédural, mais plus être dans la tête d'un enquêteur, c'est sûr que dans ce cas-ci, ça va vraiment vous plaire. Mais comme je vous dis, je ne recommande pas quelqu'un qui n'aurait jamais lu du Vargas. Puis on retrouve les autres personnages. Les autres personnages n'ont pas changé. Les autres sont bien dans ce à quoi on est habitué de leur part. Et évidemment qu'il y a d'autres, il y a toujours des choses qui arrivent, qui coincent, qui grippent, puis qui font en sorte que ça ne va pas nécessairement fonctionner. Mais comme je dis, là, il y a une gigapart qu'on est vraiment dans la tête d'Adamsberg, puis j'ai trouvé que c'était démesuré. Donc, voilà pour ma lecture. Je suis contente de l'avoir faite en priorité. J'ai un tout petit point de déception, mais je ne suis pas déçue à ce point-là. Si jamais Vargas en sort un autre, je sais que je vais le lire parce que j'ai toujours espoir qu'éventuellement on retrouve exactement le Adamsberg d'avant. Mais ça, c'est moi. C'est classique de quand on est trop fan d'un personnage puis que ça s'étire sur les années. À un moment donné, je pense que j'y souhaite peut-être juste de prendre sa retraite à Adamsberg malgré tout. Donc, je ne pensais jamais dire ça, mais bon. Alors voilà, comme vous pouvez voir, j'ai ici mon chat qui m'accompagne pour faire le ménage dans la bibliothèque à lire, qui vient de lancer des choses par terre. Puis aujourd'hui, ben là, on est encore tôt dans l'après-midi. Je vais faire un petit peu de loisir créatif. Je vais peut-être enfin sortir mon fameux carnet de lecture ou écouter bien du booktube ou lire des BD parce que je n'ai vraiment beaucoup ici à lire. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture. J'en ai plein là, que je veux lire. J'ai justement les livres de Sophie Cagnon-Roberge que j'ai eus. J'ai eu en livre audio le livre de Catherine Shellman, je pense. C'est The Body in the Garden. Il me semble que c'était les Lily quelque chose Mystery
que j'ai emprunté à la biblique, j'ai ici aussi. Puis bon, celui-là, je l'ai reçu, mais je me disais, est-ce que je continue là-dedans? Après, je me demandais si je continuais pas justement avec le narrateur Christophe Beau. Donc, je me disais, il y a des Jordir Horst que je pourrais peut-être. J'étais rendue à Le Mal en personne. Après, je me disais, est-ce que j'arrête de lire du policier pour le moment puis je me penche sur d'autres choses? Mais il n'y a pas rien qui me tentait vraiment en audio. Bref, je sais pas, encore une fois. Fait que après un vargas comme ça, souvent, il faut que je laisse un peu mijoter, là. Fait que je vais venir au courant dès que je peux. Mais bon, mon segment est déjà pas mal trop long pour, pour un seul livre. Mais bon, je reprends dès que je peux. Et bonsoir. Alors, on est le mardi 14 avril et on est en fin de journée, comme vous pouvez le constater avec cet éclairage savoureux. Et je suis en ce moment en formation de secourisme en milieu de travail. Mais en ce moment, aujourd'hui et demain, j'ai peut-être changé en formation. Puis c'est quand même des formations qui sont demandantes, parce que, bon, il faut se mettre à jour, puis il faut s'assurer de bien maîtriser des connaissances pour aider au mieux les gens autour de nous. Mais c'est aussi des formations où j'ai peu de temps libre. Le midi, finalement, je ne peux pas tant me sauver pour aller dans ma voiture pour lire. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Par contre, j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, mais j'en ai choisi une, parce que j'hésitais un peu. Puis finalement, je suis allée avec la lecture dont je vous avais parlé potentiellement. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai réservé il y a super longtemps. En livre audio que j'ai enfin eu à la bibliothèque. Et j'avais emprunté aussi en livre physique à la bibliothèque une bibliothèque auquel je suis abonnée. Et je parle, bien sûr, de The Body in the Garden de Catherine Shellman. C'est publié ici chez Crook Lane. Moi, je l'écoute en livre audio. C'est produit par Dreamscape Media. Et c'est une histoire, c'est un test. Parce que celle-là, j'avais vraiment emprunté dans un moment un élan spontané quand je suis allée à la bibliothèque, parce que le tome 2 parlait d'une bibliothèque, donc une library. Puis bon, vous connaissez, moi, les libraries. Je trouvais que ça avait l'air intéressant. J'avais pas tant d'attente par rapport à ça. Puis je pense que jusqu'à maintenant, c'est ce qui fait que ça se passe bien. Donc, on est vraiment dans une série, le premier tome d'une série qui s'appelle les Lily Adler Mysteries. L'autrice Catherine Shellman, c'est comme son premier roman, dans le fond. Puis ce que j'ai compris, c'est que c'est une femme qui a étudié le théâtre et l'histoire au collège. Et après, est devenue une danseuse professionnelle. Et finalement, elle a également travaillé je sais pas comment dire ça. Elle était consultante au niveau politique. Donc, elle a vraiment un large éventail. Et finalement, visiblement, elle s'est dirigée vers l'écriture. Et on est ici dans une série de cozy mystery à l'époque victorienne. Donc, ou pas loin, puisque c'est 1815. Et bien voilà, donc vous savez que j'ai eu ma phase de ça. J'ai eu un vlog où j'ai juste lu ça. Puis c'est pas sans rappeler, disons, le schéma de A Most Agreeable Murder, donc de Julia Seals. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on peut pas non plus réinventer la roue avec des schémas de cozy mystery qui se passent à l'époque victorienne. Cette fois-ci, ça va se passer à Londres en 1815 et on va suivre Lily Adler qui retourne à Londres alors que c'est le début de la saison londonienne, puis là aussi où les jeunes femmes vont se présenter pour que des maris leur pleuvent entre les bras sans qu'elles puissent vraiment dire grand-chose en fait à ce sujet-là, parce qu'on est quand même au 19e siècle. Et les femmes n'ont pas beaucoup d'indépendance. Bref, Lily Adler est là. En fait, c'est Mrs. Adler qui est tout récemment, depuis 2 ans, veuve malheureusement d'un homme qu'elle a épousé. Elle l'a épousé par amour, donc c'était assez rare à l'époque. Et malheureusement, son mari est décédé des suites d'une maladie qui est arrivée, qui a frappé sans crier gare. Et elle se retrouve jeune veuve finalement,
avoir hérité, ben, évidemment, ben, d'une certaine fortune, mais il faut qu'elle se remarie. Et ben en fait, la société voudrait qu'elle se remarie. Elle n'a pas envie du tout de se remarier parce qu'elle aime encore feu son mari. Et aussi parce qu'elle a comme envie de pas dépendre nécessairement d'un autre homme. Son mari qu'elle a eu, fut son mari, c'était un homme très, semblait-il, très ouvert et tout ça, puis qu'elle avait l'air de la considérer vraiment comme un être humain et non pas juste comme les pauvres femmes fragiles là, qui ne font rien d'autre que de tenir des balles et de procréer. Donc, elle a comme une soif d'indépendance qui va la frapper. Et ben, c'est un peu comme, un peu par, pas par dépit, mais par faute de trouver d'autres choses qu'elle va se diriger à Londres, à la maison qu'ils avaient, elle et son mari, à Londres, leur maison de la saison londonienne. Et elle va arriver là, alors que la saison, justement, commence. Et une de ses amies qui est... Ah, je me souviens plus c'est quoi son nom. Lady Walter. Va l'inviter dès les premières journées à venir à un bal, son premier bal de la saison qu'elle donne. Puis bon, ben... Lily Adler est pas... Elle n'a pas l'impression qu'elle peut vraiment... Elle est plus rendue en grand deuil, là, avec les étapes là, tout en noir. Elle est rendue habillée en gris et violet. Donc, elle n'est plus dans les étapes de grand deuil, mais elle est encore dans les étapes de deuil. Puis elle est juste comme, ben, j'ai pas de temps envie. C'est plein de monde. Puis, je sais pas, j'ai pas envie de sortir. J'ai envie de m'enfermer. Mais bon, Lady Walter elle est juste comme, non, c'est pas vrai. Puis c'est une de ses amies d'enfance. Elle est comme, c'est pas vrai que tu vas t'enfermer chez vous puis que tu vas rien faire. Viens-t'en à mon party. Mettons, c'est pas comme ça qu'elle a dit ça, mais tu sais, c'était ça que ça voulait dire. Et bien évidemment, Mrs. Adler va se retrouver là, va entrer en scène quand même dès un petit peu avant le party, le fameux capitaine, il me semble que c'est capitaine Jap, mais je suis comme pas sûre parce que j'écoute un livre audio, puis à chaque fois qu'ils disent Jap, j'ai l'impression que c'est Jap comme dans Hercule Poirot. Mais je sais que son prénom c'est Jack, mais je sais pas c'est quoi son nom de famille. Jack. Bref, c'est un capitaine. Et c'est un capitaine qui est dans la marine et qui était un grand ami du mari de Lily. Donc, il va débarquer là. Il est à quai pour un bout temporairement. Et ben, on sent que c'est un grand ami de feu son mari, mais que Lily Adler l'apprécie beaucoup et tout ça. Ça sent un peu la tension là-dedans. Mais bon, ça reste quand même... Ça se peut que ça arrive, mais ça va d'être tant... L'accent n'est pas tant mis là-dessus. Et ben dans le fond, les deux vont être invités au fameux bal et ils vont y aller. Et Lily, à un moment donné, va en avoir juste trop de tout ce monde-là. Puis elle va décider de sortir dans les jardins. Or, dans les jardins, eh bien, malheureusement, elle va entendre des gens qui discutent très fort, voire qui argumentent. Et éventuellement, elle va entendre un coup de feu. Et elle va réaliser qu'il y a quelqu'un qui est mort. Elle ne veut pas aller le voir toute seule, fait qu'elle va courir pour chercher de l'aide à la maison. Elle va tomber sur son fameux capitaine qui va se promener là et qui va venir avec elle pour regarder ça. Et elle a entendu les voix puis la discussion avant que les coups de feu arrivent. Fait qu'elle est comme juste, ben, c'est pas normal vraiment comme situation. Mais évidemment, comme c'est une femme, puis quand ça va se passer, et la police va arriver, puis ils vont poser des questions, puis ils vont dire, ben non, ça se peut pas, vous avez entendu ça, voyons, madame, vous êtes un petit peu paranoïaque et tout. Ça va rester comme ça. Et on va comprendre que Lily Adler va comme un peu vouloir essayer de résoudre la situation parce qu'elle se rend compte que les policiers ne prennent pas ça très au sérieux. Puis elle finit par comprendre que finalement, peut-être que les gens dans sa classe sociale, donc les gens très riches, peut-être qu'ils vont comme juste essayer d'enterrer l'affaire. Puis, bien évidemment, c'est quelqu'un qui veut en savoir plus. Donc, on va suivre vraiment toute son histoire, toute son enquête, qui est évidemment une enquête officielle. Donc, je suis rendue à la page 72 sur 330. Et bien, dans le fond, c'est ça. Là, on vient vraiment d'entamer l'espèce de réalité de Lily Adler qui s'en va faire sa propre enquête. Elle va avoir comme potentiellement allié, on l'a bien compris dès le départ, le fameux capitaine, ainsi que quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas. J'aime bien ça. Au début, je n'étais pas sûre parce que la narratrice, j'aime un peu moins son travail. C'est pas un mauvais travail, mais c'est un travail qui fait gros dans genre l'hyper-émotion, puis un peu comme les clichés vocaux. Fait que ça me tanne. C'est sûr qu'après Christophe Brault pour Fred Vargas, c'était un peu dur là, de succéder à ça, là, pour elle. Mais fait que c'est pas tant la plume de Catherine Shellman qui m'a fait hésiter au départ. C'est que malheureusement, là, ça a comme joué en la défaveur de l'autrice parce que la narratrice en tant que telle, elle a comme juste souligné à grands traits. C'est sûr que c'est un cozy mystery qui travaille sur
les préjugés, ben pas qui travaille, mais il va travailler avec des cadres connus de Cozy Mystery, de romans mystérieux, romances d'époque victorienne. Donc, c'est sûr que ça ne réinvente pas la roue. Puis oui, les personnages sont relativement dessinés avec des gros traits, mais c'est pas totalement des clichés. Fait que ça ne méritait pas, à mon avis, une interprétation comme ça. Bon, c'est pas une mauvaise interprétation comme je vous dis, c'est juste que j'ai l'impression que ça réduit un peu l'écriture à quelque chose que c'est pas. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que c'était une écriture utilitaire. C'est pas non plus le style de la mort, mais c'est pas mal écrit. J'aime bien le rythme que ça donne. On a beaucoup d'émotions quand même, mais bon, je sens que ça va sentir un petit peu la romance, évidemment. Donc, on a l'intériorité de Lily Adler, mais en même temps, c'est quand même un sujet intéressant dans le sens où c'est une veuve récente qui n'a pas nécessairement l'intention de se remarier, donc on n'est pas non plus dans le classique des peut-être romances en tant que telle victorienne. En même temps, c'est un peu un classique d'une femme jeune encore qui est récemment une veuve et qui veut vivre la vie à sa façon. Donc, en soi, c'est pas original. Mais la façon dont c'est proposé, je trouve que c'est intéressant. Parce que maintenant, je trouve qu'on croit bien au personnage. Le personnage du capitaine est un petit peu caricatural, mais ça va. C'est comme un genre de... C'est un marin, donc il est un peu sur le rough. Puis un petit peu pas de manière. Fait que c'est un petit peu un rogue. Mais bon, ça fonctionne bien avec qu'est-ce que l'autrice veut faire. Fait que bref, jusqu'à maintenant, je passe un bon moment parce que je pense que j'ai pas tant d'attente. Puis moi, je trouve que c'est quand même bien construit et tout. Donc, écoutez, je vous donne des nouvelles dès que je peux. J'ai cherché, je pensais qu'il avait été traduit, mais non, finalement, il n'a pas été traduit. Donc, il est juste disponible en anglais pour le moment. Mais j'imagine que si on traduit Julia Seals, il y a bien un éditeur à un moment donné francophone qui va décider, qui va faire « Ouh, Catherine Shellman », puis là, qui va les décider de traduire. Mais bon, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, puisque là, mon chef est vraiment insupportable. Mais je vous dis à tout bientôt, dès que j'avance plus dans ce livre-ci. Puis, ben, je vais vous donner des nouvelles. Et bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi, je me souviens plus de la date, 17 avril, et je reviens de la course. Et c'est ça que j'ai de l'air. Et j'en veux travailler. Et je suis encore complètement épuisée. Donc, cette semaine, vous n'aurez pas eu beaucoup d'autres contenus, encore une fois, parce que j'ai pas eu vraiment de temps à moi. Donc, j'avais quand même complété 2 livres. Je suis à la fin de The Body in the Garden. Et je vous réserve mon avis, mais jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Donc, je devrais l'avoir terminé aujourd'hui. Donc, potentiellement, à ma pause repas, je vais vous faire un petit topo quand même pour vous faire une petite recension. Puis après ça, on va faire le vlog. Et on repartira sur une autre semaine de vlog en espérant que la prochaine, je vais pouvoir faire d'autres choses pour moi-même. Puis en même temps, ça va vous permettre de voir des contenus plus variés. Fait que je ne pourrais pas vous parler plus longtemps, mais je voulais juste, c'est ça, vous dire que c'est là où j'en suis. Alors, sur ces bonnes paroles, je me dépêche, je vais faire mon lunch et je vous prends pour vous dans quelques secondes. Et bonjour vous autres. Alors, comme promis, on est en mode studio mobile pour mon repas. Et vous excuserez mes lunettes fumées, mais à mon avis, vous allez me voir cette face-là pour les prochaines semaines parce que je pense que j'ai un problème oculaire que j'ai déjà eu dans le passé et qui va requérir que je ressemble, j'espère pas à Macron lors de la conférence de, Davos, je pense, avec ses lunettes d'aviateur, mais c'est possible que j'ai besoin de les porter parce que j'ai une photophobie, donc je réagis beaucoup à la lumière. Puis bon, à cette heure-ci, c'est superbe aujourd'hui parce qu'il fait hyper soleil, mais bon, malheureusement, je ne pourrais pas en profiter. Alors, j'ai terminé l'écoute de The Body in the Garden de Catherine Shellman. C'est une version audio qui est chez Dreamscape Media, puis c'est lu, je crois, par Henrietta May. Je pense que je vais vous mettre son nom de toute façon. donc la narratrice. Et j'ai vraiment apprécié ça, finalement. Bon, c'est sûr que
ça réinvente pas la roue, mais en même temps, c'est très agréable. L'intrigue, quand même, il y a un effort de construction quand même, avec beaucoup de tours et détours, comme on aime bien dans une enquête, c'est-à-dire que tour et détour, stratégie on essaie de faire en sorte que le lecteur a l'impression de s'y retrouver, alors que finalement, il s'y retrouve peut-être pas tant que ça. Et c'est des choses qui vont nous tenir en haleine jusqu'à la toute fin, où on va finir par savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un dévoilement en plusieurs moments, mais quand même quelque chose qui fait un peu penser à la structure classique d'avoir un dévoilement à la toute fin de tous les tenants et aboutissants de l'intrigue. Mais ce qui m'a le plus plu, en fait, bon, puis l'écriture, c'est une écriture correcte, une écriture utilitaire. Il n'y a pas un style particulier, c'est pas recherché nécessairement, mais c'est pas non plus de piètre qualité. Là, c'est une bonne écriture. Ça fait le travail, comme on dit. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est les personnages. Je me suis vraiment attachée aux personnages, à l'espèce de trio quatuor improbable qui va finir par se dresser là. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça va mettre de l'avant le désir d'indépendance des femmes à l'époque victorienne, alors que c'était pas vraiment la chose la plus facile à faire. Puis, malgré le fait qu'il va y avoir des croisements dans le fameux quatuor d'enquêteurs, d'enquêtrices, de masculin et féminin, puis de potentiellement des allusions à des pôles d'attraction plutôt typiques hétéronormatifs, ça demeure que on s'éloigne de la romance, on s'éloigne, on la nie pas, mais on n'est pas dans la romance nécessairement, puis on est dans la reconnaissance de ce que chaque personne peut apporter à une situation, peu importe son genre, peu importe son statut, sa classe sociale, peu importe son bagage. Donc, c'est super intéressant quand même. Oui, ça a l'air d'être un peu tracé à grands traits. Oui, il y a plusieurs clichés ou préjugés victoriens qui vont être là. Puis un cadre assez typique quand même pour un genre de cozy mystery, mais il y a quand même un petit... On essaie quand même de passer un petit peu un message, puis je trouve que c'est cohérent jusqu'à la fin. Le personnage principal ne va pas nécessairement non plus tomber cul par-dessus tête parce que il va y avoir des protagonistes masculins qui vont potentiellement faire partie de son chemin d'enquête, mais elle ne va pas non plus faire en sorte que ça lui fait rien. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une héroïne qui n'est pas crédible dans le sens où on sent qu'il y a des liens potentiellement qui vont se développer, dans ce cas-ci sous forme hétéronormative, mais c'est pas quelque chose qui fait en sorte que le personnage va renoncer nécessairement à son souhait d'indépendance, à sa soif d'autosuffisance, à son rêve un peu caché d'oser sortir des ornières. Donc, j'ai quand même trouvé ça super intéressant. Comme je vous dis, j'avais pas d'attente particulière par rapport à ce livre-là. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que finalement, ça s'est bien passé? Je sais pas. Mais j'aime assez les personnages pour avoir envie de lire la suite. J'ai vu qu'il y avait 4 tomes même déjà qui étaient rentrés. Donc, est-ce que ça va s'essouffler avec le temps? Je ne sais pas. Mais pour le moment, comme c'est la dynamique entre les personnages puis les personnages en tant que tels qui m'intéressent, je ne sais pas trop pourquoi ça pourrait pas être intéressant pour plusieurs autres romans. Et dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un roman qui va mener potentiellement à une prise de décision, au fait d'assumer potentiellement un rôle de détective pour le personnage principal, donc l'héroïne, malgré le contexte victorien. Donc, c'est intéressant parce qu'au moins, on ne fait pas comme si elle va se trouver à faire des enquêtes non officielles dans la haute société victorienne, puis ça ne va pas être nécessairement ça. On sent quand même qu'il y a un désir d'assumer ça, d'essayer de voir comment ça peut fonctionner dans ce contexte-là. Donc, quand je dis désir, c'est par l'autrice, évidemment. C'est pas sans rappeler. Il y a une certaine parenté avec peut-être, je dirais, les intrigues potentiellement mises de l'avant par Julia Seals. On dirait que j'ai préféré, je pense, cette mouture-là. Donc, c'est parents, évidemment, ça se passe à l'époque. Je sais pas si c'est Régence, il me semble que oui, parce que c'est 1815, mais en tout cas, c'est soit Régence ou victorienne, c'est entre les deux, là. Donc, c'est parents quand même, puis c'est sûr qu'à l'époque, ben, c'était potentiellement des rencontres entre des gens de soit différentes classes ou de la même classe sociale, qu'à l'époque, c'était super important, qui vont se rencontrer, puis bien entendu qu'éventuellement, il va y avoir des alliances ou des menaces potentielles entre différentes personnes qui vont se faire. Tout ce qui est respectabilité, réputation, c'est super important comme thématique, mais le nœud de l'histoire, c'est vraiment
le contexte qui fait que les femmes sont dépendantes des hommes malgré elles et tout ce que ça peut avoir comme impact. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre plusieurs femmes, on va suivre leur chemin qu'elles vont prendre, qui ne sont pas des chemins similaires et qui vont mener à évidemment des endroits différents, du bon côté et ou du mauvais côté du spectre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un peu un principe de, pas manichéen, mais c'est quand même une enquête où potentiellement, ce qui est fait, qui est considéré comme illégal ou criminel, va potentiellement être puni, mais ça nous laisse quand même nous poser la question un petit peu morally grey mais en même temps, est-ce que dans un contexte comme ça, la fin justifie les moyens? Bon, on ne dit pas que la fin justifie les moyens, au contraire, mais c'est quand même une question qui est posée, qui nous met dans un état inconfortable en tant que lecteur parce qu'on se dit, non, je ne peux pas vous dire ça. Mais, fait qu'écoutez, quand même, belle proposition, belle découverte, intéressant. Mais malheureusement pour vous, pas traduit en français. En tout cas, j'ai pas trouvé rien qui était disponible. J'espère qu'il y a un éditeur qui va vous le traduire si vous voulez, parce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis j'ai super hâte de retrouver les personnages, particulièrement, évidemment, le personnage de Lily Adler, qui est vraiment intéressante, et de son capitaine Hartley, finalement. C'est Jack Hartley. J'annonce que c'était Jap qui disait, fait que je n'arrêtais pas de penser à l'inspecteur Jap dans les Hercule Poirot, mais il disait Captain Jack dans la narration. Puis à chaque fois, je pensais que c'est son nom de famille, mais c'est son prénom. Fait que voilà. Pour ça, j'ai été confuse. Alors, écoutez, ça va être sur cette petite recension que le vlog va se terminer. J'espère que ça vous a plu, même si c'est un peu particulier encore une fois, avec seulement 2 lectures, mais c'est ça la vie en ce moment. Il y a moins de disponibilité de temps sauvage et, écoutez, c'est comme ça, mais j'ai quand même eu ma lecture d'un temps attendu et celui-là, celui que j'ai lu, Catherine Schellman, j'en avais entendu parler nulle part. Puis c'est vraiment en passant à la bibliothèque, je me suis laissée happer par la couverture, puis par la 4e couverture du tome 2. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans le tome 1. Donc, faut jamais arrêter d'y aller en mode browsing, en mode exploration spontanée. Comme quoi, des fois, on peut quand même bien tomber. Alors, voilà, j'espère que ça va bien pour vous de votre côté. J'espère que vous avez des lectures qui fleurissent dans vos étagères. Puis on se dit à la prochaine!